Bonjour à tout le monde. Du coup, il est 11 heures. On va commencer cette webconférence. Bienvenue du coup à tous à cette webconférence qui est donc sur le thème de la gestion durable des risques liés à l'eau en territoire agricole et forestier, qui est réalisée en collaboration avec le Centre de ressources cours d'eau de l'Office français de la biodiversité. Je me présente rapidement, je suis Julie Manet, je suis chargée de projet à l'Office international de l'eau. Pour vous donner deux, trois éléments de déroulement, donc cette webconférence d'1h30 va se dérouler en plusieurs parties. On aura une courte introduction thématique de José Pérez de l'OFB sur le sujet des mesures naturelles de rétention d'eau. Puis nous aurons, comme vous pouvez le voir indiqué sur le PowerPoint, trois témoignages de binômes ou de trinômes composé d'élus et de techniciens ou chargés de projet sur des exemples d'actions à différentes échelles sur le territoire. Et nous aurons une présentation de l'Agence de l'Océan Normandie sur les outils disponibles pour la mise en place de telles actions. Chaque présentation sera donc de 10 minutes sera suivie d'un court temps d'échange, des questions dédiées donc à chaque intervention. Donc n'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans le chat. Vous devez commencer à être habitué pour la plupart d'entre vous. Et voilà, il y aura un temps dédié après chaque présentation pour ces questions. Et on aura également un quart d'heure final d'échange un peu plus global sur le sujet. Voilà. Du coup, José, c'est à toi si tu veux partager ton écran. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous, merci Julie. Donc, je vais commencer par donner quelques éléments d'introduction au sujet de cette webconférence, donc sur la gestion durable des risques liés à l'eau. Donc, la gestion durable de l'eau et des risques liés à l'eau s'inscrit à l'échelle du bassin versant, de son territoire et également de son réseau hydrographique. Donc, comme le montre ce schéma, l'eau apportée par les pluies s'écoule en surface, ruisselle en surface le long des pentes sur tout le territoire pour former des zones humides, des lacs, des rivières jusqu'à la mer, et soit va s'infiltrer dans le sol, alimentant les différents types de sols, alimentant les nappes souterraines. Et donc la nature des sols, son degré d'imperméabilité, les usages qui sont présents sur son occupation et sur les réseaux hydrographiques va bien sûr influencer le parcours de l'eau, l'intensité des flux d'eau et sa qualité chimique. Dans son parcours, l'eau peut se charger de nutriments, de polluants et de matières en suspension. Donc le problème vient quand il y a des modifications du bassin versant, de son occupation et de son réseau hydrographique. Donc, par exemple, imperméabilisation des surfaces, drainage du sol, drainage des zones humides. Et sur les systèmes fluviaux, dans le cas où les rivières, par exemple, sont rectifiées, canalisées, donc privent ces systèmes de leur zone de débordement des eaux de crue. Donc tout ça, ça va être à l'origine d'une réduction de la capacité de rétention des eaux, une réduction des capacités d'infiltration. Donc ça va être à l'origine d'une forte augmentation des ruissellements d'eau de surface. Et donc, ça aura des conséquences plus en aval, notamment saturation des systèmes d'évacuation d'eau, une augmentation du coup du risque des inondations, du risque d'érosion des sols. Il peut y avoir aussi une augmentation des risques de dégradation de la qualité de l'eau et une augmentation des risques des déficits hydriques. Donc, du coup, sur le territoire national, les forêts occupent un pourcentage important, 31% de la surface du territoire national. En ce qui concerne les surfaces agricoles, on est sur 54%. Donc, ces activités ont une forte influence sur la gestion de l'eau et sur les risques liés à l'eau. Et à l'inverse, on peut dire que ces activités forestières et agricoles dépendent de la gestion durable de cette ressource en eau et pour assurer leur développement économique. Donc, c'est important d'avoir ça en tête.
Et il existe du coup des solutions qui vont permettre de favoriser cette gestion durable. Donc des pratiques en forêt et en milieu agricole existent. Elles peuvent être mises en œuvre pour favoriser la rétention naturelle des eaux, l'infiltration des eaux, donc tout ça basé sur des processus naturels, donc des solutions fondées sur des systèmes naturels. Et donc c'est ce que vous allez voir à travers ces différentes interventions de la webconférence. Donc non seulement ces solutions ont un bénéfice sur ces risques, mais aussi ont un bénéfice sur la biodiversité, puisqu'elles favorisent la mise en place de conditions de vie, d'habitats terrestres et aquatiques favorables aux espèces faune et flore. Voilà mes quelques diapos d'introduction, donc je laisse la parole aux intervenants. Merci. Merci beaucoup, José. Eh bien, nous allons commencer directement le panel des présentations avec un trinôme de l'Aube composé de Madame Girard, qui est maire de Rumilly-les-Vaudes, et Monsieur Joël Le Sueur, qui est technicien territorial à l'ONF, et Jean-Baptiste Richard, qui est responsable environnement à l'ONF. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, du coup, vous pouvez partager votre écran si vous voulez. Ou si. Si ça veut bien. Voilà. C'est bon, vous voyez le diaporama? On le voit bien, on le voit pas encore en plein écran, on le voit bien. Voilà, impeccable. Ok. Donc nous, effectivement, on est trois à vous présenter un projet de renaturation de bassin versant qui s'inscrit exactement dans les problématiques qui viennent d'être énoncées sur un secteur au bois, le bassin versant de Lauzun. Et je vais passer tout de suite la parole à Madame le maire qui va pouvoir vous exposer un peu la situation de la commune. Oui, bonjour à tous. Alors, il faut que vous sachiez qu'à Rumilly-les-Vaudes, on a une rivière qui s'appelle Lauzun et qui déborde presque 2 à 3 fois par an. C'est devenu catastrophique. On n'avait pas de solution. Les gens avaient un ras-le-bol général. Donc, on a décidé en 2018 de décider nous-mêmes de faire des travaux. En partenariat avec la DDT, la Chambre d'agriculture, l'ONF, le SDDEA. Enfin, le SDDEA, c'est le syndicat des eaux, les syndicats départementaux des eaux. Et surtout, les agriculteurs, on a décidé, parce que nous avions vu que sur le bassin amont de Rumilly-les-Vaudes, on a beaucoup de prairies. Et à chaque inondation, on avait un effet peigne qui arrivait dans les fils barbelés. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas planter des haies vives sur talus, ce qui va faire vraiment une retenue d'eau en amont de Rumilly-les-Vaudes. Ce ne sont que des prairies. On a fait des plateformes pour les animaux et on avait juste besoin d'un créneau de 6 heures parce que quand Rumilly est inondé, on est 6 heures inondé. Tout de suite après, ça descend sur les communes en dessous et ça permet un flux beaucoup plus tendu. Ce qui fait qu'avec la participation de l'ONF, qui eux aussi ont fait des travaux en forêt domaniale et communale, c'est quelque chose qui, quand vous verrez les prochaines photos, ont vraiment un impact sur les inondations. Je vais vous donner la parole à Joanne Le Sueur, qui est agent ONF, qui m'a beaucoup aidé pour tous ces travaux. Il va vous expliquer. Donc, Joanne Le Sueur, donc du coup, la diapo suivante, là, il s'agit donc en fait, dans les années 82, il y a eu un drainage qui a été mis en place sur la forêt domaniale de Rumilly pour rendre davantage productif. Et puis, on voit sur l'image de droite, au bout d'une quarantaine d'années, des rues qui se sont réellement incisées et qui continuent à le faire. L'objectif, c'est donc de réduire ce débit, limiter l'érosion. Et donc, la diapo suivante va vous permettre de voir d'autres images. Donc, l'idée, c'est effectivement de ralentir le débit, c'est de garder l'eau le plus longtemps possible en forêt, de telle manière à ce qu'on puisse avoir un décalage d'onde de crue dans le village et dans les villages qui se trouvent en aval. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est surtout le fait qu'il est concomitant avec la partie agricole.
Voilà, donc là, on est sur la forêt domaniale de Rumilly en vert avec les rues sur lesquelles on a travaillé. Donc ça, ce que vous voyez en rouge, c'est donc les zones sur lesquelles on a mis en place différents dispositifs. En parallèle, ce qui est intéressant, c'est la deuxième opération qui consistait à mettre, comme vous a dit Madame Girard, des haies sur talus en plusieurs endroits. Et toujours pareil avec l'idée fondamentale de décaler en fait cette onde de crue. Bon, on passe rapidement là-dessus, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, l'opération consiste à redonner un peu plus de 2,5 km à notre rue, et ce qui correspond donc en gros à plus de 70 méandres. Donc voilà, on redonne du linéaire, et donc ça sera autant d'eau qui restera en forêt plus longtemps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la problématique de dépérissement, on voit bien que l'eau, on en a quand même davantage besoin, et ce sur les prochaines années, les années prochaines. L'idée, c'est évidemment la reprise du lit relique, et donc améliorer les zones d'expansion, améliorer la biodiversité, etc. Si je veux compléter très rapidement, l'objectif sur ce ruisseau-là, c'est pas de faire des gros travaux de redirection par recreusement du lit, mais bien de profiter d'une dynamique naturelle de sédimentation-érosion par des poses de petits ouvrages qui vont en fait faire des embâcles artificiels sur le cours d'eau. C'est ce que vous voyez ici. Ça fait des peignes, et le but en fait, c'est de retenir l'eau et de le rediriger naturellement vers les méandres. Et finalement, la dynamique naturelle de sédimentation-érosion font que le lit rectifié va finir par se combler, et le flux d'eau redirigé vers les méandres va finir par recreuser naturellement les méandres et faire reprendre au cours d'eau un tracé naturel plus lent avec des zones d'expansion de crue. Donc on a deux types d'ouvrages. On a des peignes à embâcles qui permettent de faire des mini-barrages naturels, entre guillemets, et puis des seuils sur les secteurs où on a moins de méandres reliques qui vont permettre d'accélérer la sédimentation sur le lit qu'on veut, entre guillemets, court-circuiter. Donc on a deux ruisseaux comme ça parallèles, le Ruvérien, le Ruderland. Le Ruderland, c'est le deuxième ruisseau qui a exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a un lit relique qu'on va réutiliser. Les travaux vont être un peu plus lourds parce qu'en fait la dynamique de sédimentation est un peu différente. Donc là on va faire un barrage bouchon pour faire rediriger le lit vers son cours d'eau naturel. Mais le principe reste le même, c'est ralentir le cours d'eau et rallonger le temps de trajet de l'eau dans le bassin forestier, avec une originalité supplémentaire, c'est que sur ce rue-là, on a un étang qui est en barrage du ruisseau, qui sert de bassin de sédimentation, qui font que, en aval de cet étang-là, l'eau a perdu sa charge sédimentaire et vient arracher encore plus les sédiments et éroder encore plus après l'étang. Et donc, sur ce ruisseau-là, on va effacer cet étang-là pour reprendre une dynamique de sédimentation-érosion naturelle et effacer ce bassin de sédimentation. Donc ici, quelques photos, puisque l'étang est à sec depuis 2019. Donc on voit bien l'étang plein, l'étang vide, avec toute la charge sédimentaire qui a été perdue et qui vient petit à petit combler l'étang. Et depuis qu'on l'a effacé, ça fait 1 an et demi maintenant, en fait, on retrouve le rue naturel, avec surtout un lit qui commence à retrouver une granulométrie à peu près normale et une dynamique sédimentaire qui est normale. Donc les résultats se voient très très vite. Et donc l'objectif, ici, vous avez le ruisseau qui est en aval de l'étang avec sa problématique d'érosion qui fait que le lit est encaissé de plus de 2 mètres. Ici, vous avez le ruisseau avant l'étang avec une dynamique de sédimentation normale, un lit qui est encaissé de 20 cm et surtout des zones de débordement un peu partout qu'on veut recréer pour retenir encore une fois l'eau le plus longtemps possible en forêt et préserver la commune de Rumilly. En parallèle, on a commencé à vous le présenter. On a mis en place ces haies brise-crues qui servent à la fois de barrage de rétention des eaux de crue dans les prairies agricoles et en plus de rétention de tous les déchets de charriage qui après se retrouvent sur la commune. Donc c'est double sécurité à la fois vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis des déchets de charriage.
Donc, ce sont des haies sur talus. Je ne m'étends pas trop dessus. Si vous avez des questions, on y répondra sans problème. On va tout de suite passer aux résultats qui sont très, très parlants. Ça, c'est la première année en 2019 après pose des haies. Les haies sont ici. En fait, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'en aval des haies, le cours d'eau a un débit bien plus normal et on a une expansion des crues gigantesque dans les prairies plutôt que dans la commune. Très rapidement, pour vous montrer un peu l'étendue des travaux en termes de calendrier, donc 2018-2019, sur les trois volets, on était sur la partie conception, études préalables, impact biodiversité, enjeux étangs, etc., avec toute une phase de concertation des acteurs. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est que comme c'est des travaux qui sont finalement de faible ampleur, en 3 ans, on a réussi à renaturer complètement le Rudevérien sur les 7 km, 7-10 km qui représentent, ça fait 7 km et demi. Le Rue d'Erland, là, les travaux sont bien plus ponctuels et en 1 an, ce sera terminé. Aujourd'hui, on en est encore à l'étude de moyens techniques, quelle nature de bouchons, etc., mais ça va aller très vite aussi. Et la plantation de hébris cru, finalement, ça, c'est juste de la plantation avec un petit peu de génie écologique derrière pour créer les talus, les protéger contre la dent du bétail qui fréquente les prairies. Mais voilà, ça a été très ponctuel et finalement, en 3 ans, on a reméandré et effectué les travaux sur plus de 10 km de cours d'eau, que ce soit l'Auzin, la rivière principale, ou ses 2 affluents, le Vérien et l'Erland. En termes de coûts, sur le Rudevérien, rue d'Erland, en fait, comme c'est des petits seuils en rocher, voire simplement des pieux dans le lit du cours d'eau, finalement, sur 10 km de cours d'eau, on est à 165 000 €. Et sur les haies brise-crues, c'est simplement de la fourniture de plants, un petit peu de terrassement et puis de clôture, donc on est à 50 000 €. Et vous voyez qu'en fait, sur plus de 10 km de cours d'eau, on est à seulement 200 000 €, ce qui finalement est très peu vis-à-vis du gain après en réparation de dégâts sur la commune notamment. Donc finalement, quand on travaille sur des dynamiques naturelles, on arrive à limiter fortement les coûts derrière. Tout ça financé par 3 financeurs principaux, l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 80-90%, selon les projets, la région Grand Est et le syndicat départemental des eaux de l'Aube. Et ça s'inscrit dans un programme encore plus vaste où là, il va y avoir une renaturation plus lourde du lit majeur de Lauzin, donc le cours d'eau principal, et d'autres bassins versants d'affluents qui sont en cours d'étude pour le moment, avec des travaux qui restent encore conséquents, mais à l'échelle du bassin versant qui débouche sur la commune de Rumilly, ces travaux sont quasi terminés. Vous avez en dessous l'ensemble de tous les participants, puisqu'en fait, ce projet n'existe pas si on ne fédère pas tous les acteurs, donc le syndicat, la région, l'Office national des forêts, la commune, les financeurs, notamment l'Agence de l'eau, l'OFB qui donne un appui réglementaire sur tout ce qui est, parce qu'évidemment, il y a une déclaration, voire une autorisation loi sur l'eau selon les bassins versants, et la direction départementale alors c'est une erreur de la Marne, mais ce n'est pas la Marne, c'est l'Aube, qui a donné un appui technique et réglementaire et qui a été aussi force d'impulsion sur ce projet. Donc la petite diapo de conclusion, si vous voulez, Non, je continue. Donc voilà, donc encore une fois, ce n'est pas des solutions de protection de la commune au niveau de la zone d'inondation, mais bien un travail sur tout le bassin versant, quelle que soit la nature du sol, que ce soit domanial, forestier ou agricole. Ça a été facilité par l'implication et la bonne volonté de tous les acteurs, ceux dont je vous ai déjà présenté les logos, mais ceux dont il n'y a pas de logo à vous montrer et qui sont tout aussi importants, c'est notamment les exploitants agricoles, les chasseurs qui nous ont donné un coup de main. Enfin voilà, il y a vraiment une convergence et c'est peut-être le plus important sur ce dossier-là, c'est que sans cette convergence, on n'en serait pas arrivé là. Donc voilà, ça a été rapide pour un projet de grande ampleur. Donc je vous remercie de votre attention. On vous laisse nos contacts pour plus d'informations si vous le souhaitez dans la dernière diapositive qui vous sera diffusée. Et puis nous sommes ouverts à toutes vos questions en espérant qu'on a réussi à tenir à peu près le temps imparti.
Merci beaucoup, c'est parfait en termes de temps. Et vous avez aussi beaucoup de commentaires sur le fait que déjà les exemples sont parlants, très parlants. Donc, visiblement, les gens seraient intéressés aussi pour avoir vos illustrations, puisque la sensibilisation est aussi importante, je pense, pour tout le monde ici. Vous avez beaucoup de questions, du coup, on ne pourra pas toutes les poser. J'en prends une qui demandait si vous aviez eu une étude initiale à l'échelle du bassin versant pour dimensionner les différentes mesures. Oui, tout à fait. En fait, on a travaillé aussi en partenariat que j'aurais pu citer avec AgroParisTech, qui est une étude d'ingénieur basée sur Nancy-Paris et qui a fait des études, des modélisations de débit, des choses comme ça, que a repris aussi le syndicat départemental des eaux. Cela dit, c'est plus des études qui ont permis de dimensionner un peu le projet, mais sur lequel nous, on avait une volonté, c'était de pas trop s'apesantir, c'est-à-dire qu'elles étaient nécessaires, mais on voulait pas faire des études à outrance pour passer très vite dans l'opérationnel, parce qu'évidemment, on a derrière un impact humain qui est gigantesque hein, quand on parle de l'inondation à l'échelle d'une commune. Et finalement, c'est peut-être aussi ce que je retiens de plus important dans le projet, c'est que les études, c'est bien pour dimensionner au départ, mais il ne faut pas trop s'apesantir et vite passer dans l'opérationnel, parce que quand on pense au risque-bénéfice, quand on pèse trois peignes sur un cours d'eau, a fortiori en forêt où il n'y a pas d'enjeu spécifique, finalement, le plus important, c'est d'y aller, quoi, c'est de passer très vite sur l'opérationnel, sachant que comme le bassin versant est peu urbanisé en dehors de la commune de Rumilly-les-Vaudes, on ne prenait pas de risque non plus. Mais effectivement, ces modélisations ont été faites. Ok, merci. On a une deuxième set de questions qui se regroupe un peu sur l'opération plutôt en zone agricole et brise crue. Et on vous demande quels ont été les partenaires agricoles et comment sont vus les dispositifs par les agriculteurs, comment s'est passée la concertation avec la profession agricole. Eh bien, ça s'est passé très facilement, étant donné que tous les propriétaires agricoles sont les premiers inondés dans Rumilly-les-Vaudes. Toutes leurs parcelles en amont de Rumilly sont des prairies. Ils ont accepté d'entrer, de nous aider, de mettre à disposition avec des conventions de 25 ans sur une largeur de 4 mètres environ, des parcelles de terre pour qu'on puisse planter des haies vives, tout en sachant qu'on leur a absolument rien demandé. Ils ont choisi les essences qu'ils voulaient qu'on plante, ça pouvait être n'importe quelle essence. Et franchement, je les remercie parce que grâce à eux, on a pu faire du travail et ça s'est très bien passé. Autour de la table, on avait réuni aussi bien la Chambre d'agriculture que les propriétaires terriens, que les agriculteurs, que la Fédération de chasse. Tout le monde était là, tout le monde avait son mot à dire et ça s'est très, très bien passé. Il faut travailler la main dans la main. Il ne faut pas qu'il y ait personne qui soit isolé. Il faut que tout le monde ait son mot à dire. Il faut être très solidaires les uns des autres. Et vous verrez, ça se passe très, très bien. Merci. Après, pour compléter, on a aussi une thématique foncière qui est un peu particulière parce que effectivement, il y a les propriétés sur le bassin agricole, mais finalement, si j'arrive à vous remettre la carte, elle est là. Voilà, on a un nombre de propriétés relativement restreintes et ensuite vous avez sur le cartouche en haut à droite, vous avez le morcellement entre guillemets forestier foncier. Finalement, on a une grosse partie en terrain domanial, donc une seule propriété. On a quelques parties communales, mais qui pour l'instant n'ont pas été trop touchées sur le cours d'eau. Et sur le bassin agricole, on a certes une multitude de propriétés un peu plus importantes, mais le contexte foncier nous a beaucoup aidé aussi, puisque finalement, on a un nombre d'interlocuteurs qui est relativement modéré. Et ce n'est pas des cultures, ce ne sont que des prairies. Et ce ne sont que des prairies, d'ailleurs. Oui. Ok. Merci beaucoup. Bon, on va quand même prendre une dernière question, Ali, parce que vous en avez vraiment beaucoup. Et on vous demande si le reméandrage en forêt a été facilement compatible avec l'exploitation de la forêt par l'ONF, où vous avez mis des ouvrages.
En fait, ce qui se passe par rapport à cette question-là, c'est que finalement, dans toutes les parcelles qui sont en gestion, en règle générale, on a un réseau de cloisonnement pour faciliter la vidange des produits forestiers. Et donc, du coup, l'idée a toujours été de ne jamais franchir les rues. Donc, ce qui a rendu finalement les opérations dans une espèce de logique, puisque l'idée, c'était vraiment de pouvoir exploiter la forêt tout en tenant compte des réseaux hydrographiques. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est personnellement une véritable chance de réactiver ces méandres parce que, d'une certaine manière, on va accroître notre biodiversité. Les zones d'expansion vont devenir extrêmement favorables. Alors, certains pourraient considérer qu'effectivement, c'est un peu une entrave à l'exploitation parce qu'on rend les choses davantage compliquées, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'adapter au milieu naturel et jamais le contraire. Donc, la chance qu'on a, comme disait Jean-Baptiste, c'est qu'on est sur un massif forestier où il n'y a pas de problème de propriétaire puisqu'on est en forêt domaniale. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un seul gestionnaire, moi-même. Et donc, du coup, ça rend les choses aussi beaucoup plus faciles puisque cette gestion-là, elle est mise en œuvre à l'échelle de tout un massif et là, notamment sur 2000 hectares. Et ce que vous ne voyez pas sur les photos là aussi, c'est que ici, ou si c'est tant rectifié que ça, c'est aussi parce que là, vous avez une route forestière que vous ne voyez pas sur la photo, mais qui est vraiment en limite de photo, et que ce tronçon-là est assez éloigné de la route forestière. On a des tronçons où le cours d'eau est vraiment tout contre la route, et la dynamique d'érosion verticale fait que on peut avoir des dommages aussi sur les infrastructures, et ça aussi, c'est des choses qu'on prend en compte dans la gestion forestière dans sa globalité. Et finalement, on y gagne sur beaucoup de tableaux, à la fois sur la préservation de l'infrastructure routière, sur le maintien de l'eau en forêt, parce que quand on a un lit incisé de 2 mètres, finalement, l'eau est plus difficilement accessible à certaines essences. Les nappes descendent avec l'érosion verticale. Enfin, la contrainte cours d'eau, elle existait déjà, que le cours d'eau soit méandreux ou rectifié. Et finalement, comme disait Johan, on essaye de toute façon de préserver au maximum nos zones humides et nos cours d'eau parce que c'est l'alimentation en eau et la qualité de l'eau de nos forêts. Et au final, ça ne change pas tant que ça nos modalités d'exploitation forestière. Super, merci beaucoup. Merci du coup aussi d'avoir présenté ce projet qui est vraiment super intéressant. Ce que je vous propose, vous avez beaucoup de questions. Du coup, soit vous pouvez commencer à y répondre dans le chat, si vous pouvez, si vous avez la possibilité, soit vous avez mis vos coordonnées à la fin de la présentation. Donc voilà, je propose aux gens qui vous ont posé des questions, si éventuellement ils n'ont pas leur réponse et qu'ils veulent absolument vous les poser, voilà, vous nous avez dit que comme vous avez mis vos coordonnées, vous étiez OK pour recevoir des questions par mail. Oui, donc voilà, les participants, n'hésitez pas à leur poser des questions par mail. Vous recevrez les présentations courant juillet, donc vous aurez bien les contacts pour ce cas d'étude. Voilà, merci beaucoup pour ce super premier cas. Maintenant, on va se rendre en Indre-et-Loire avec le syndicat de la Manse étendue, avec Madame du coup Delphine Lesement, technicienne de rivière et animatrice de bassin versant, et Monsieur François Liard, président du syndicat de la Manse étendue. Donc, est-ce que il faudrait arrêter le partage d'écran. C'est ce que j'essaie de trouver, mais je ne sais pas comment. Attendez, je vais en pause, mais il n'a pas l'air d'être arrêté. Hop, voilà, j'ai fait pour vous. Et du coup, Madame Lesement, du coup, vous pouvez. Impeccable. Ça doit marcher très bien. Donc, François Liard, je suis le président effectivement du syndicat de la Manse. Alors, quelques mots pour nous situer. Notre syndicat travaille sur une zone étendue rive gauche et rive droite de la Vienne, entre les villes de Châtellerault et de Chinon. C'est un important territoire. Il a été, dans l'intervention précédente, mis beaucoup l'accent sur la nécessité de la collaboration étroite entre les riverains, les élus et puis nos techniciens. Je voudrais vous insister là-dessus parce que nos délégués élus ont un rôle extrêmement important
Larsen. Voilà. Donc, nos délégués élus ont un rôle extrêmement important aussi de relais pédagogique sur chacun de leur territoire. Et on va l'illustrer par l'exemple qui va vous être présenté par Delphine sur la création d'une zone tampon sur la partie nord du territoire qui nous incombe et qui draine un important territoire agricole. Delphine va nous montrer tout cela. En effet, sur le bassin, on a donc des problèmes de pollution diffuse. Donc, on a cherché à mettre en place finalement des solutions. Au niveau donc, de l'efficacité de ces zones tampons, on s'est basé sur le fait qu'au niveau, on va dire, sur le territoire, il fallait des actions complémentaires. Tout d'abord, les risques de pollution, elles peuvent être ponctuelles. Donc, l'idée, c'est de sécuriser aussi au niveau des installations. De voir pour diminuer au niveau de la parcelle. Donc là, on a des collaborations sur le bassin en question avec la Chambre d'agriculture, les groupements d'agriculteurs biologiques où on fait appel à des experts pour de l'agroforesterie. Et en plus de ça, donc l'idée, c'était qu'on trouve sur des secteurs des zones où il était possible de faire des zones tampons. Donc, sur le territoire, on peut avoir différents types donc, de zones tampons. Ça peut être donc, des haies on va dire, qui permettent de casser justement la pente, comme on a vu précédemment, ou alors des bandes enherbées qui peuvent se situer justement à côté des fossés pour justement tamponner les eaux, des forêts, ou alors du coup des zones tampons humides artificielles. Donc ces zones tampons, c'est ça qui finalement a fait l'objet sur un secteur au niveau de Paris qui a été suivi par l'IRSTEA. Donc, sur ce secteur qui a été créé, il y a eu des mesures qui ont été faites entre l'entrée et la sortie. Donc, entre l'entrée et la sortie, ils ont vu que voilà, sur 3 années, donc c'est le premier graphique qu'on voit voilà, sur ce secteur. Donc, entre les 3 années qui ont été étudiées, il y avait un abattement du flux entre l'entrée et la sortie au niveau des pesticides d'environ 50% en moyenne. Donc, cet abattement-là, il est aussi variable en fonction des molécules. On va avoir certaines molécules qui vont être plus dégradées ou qui vont plus se sédimenter que d'autres. Et donc, il y a des efficacités qui sont variables en fonction des molécules. Sur ce bassin, il a été aussi analysé finalement le ratio de surface qui était le plus finalement opportun à réaliser. Donc, en fonction de la surface du bassin versant capté, ils ont regardé au niveau des zones tampons quelle surface il fallait avoir pour avoir un abattement intéressant. Et il s'en sort que finalement 1% du bassin est nécessaire pour abattre environ 70% des flux entrants. Donc sur 1% d'un bassin versant capté, on va dire en aval du bassin, l'idée c'est de capter voilà, sur une surface de 1% pour pouvoir avoir une diminution des pesticides. Et bien sûr, ça va dépendre aussi du temps de séjour. Plus l'eau, et ça va aussi dans le sens des inondations, plus l'eau met du temps à finalement traverser ces zones tampons, plus elle va être épurée. Et moins elle va se retrouver d'ailleurs dans les ruisseaux en aval. Donc, partie de ce principe-là, on s'est dit qu'est-ce qui peut être appliqué au niveau de notre territoire, comment est-ce que ça peut être mis en place. Alors, là, on est sur le bassin versant donc, de la Manse, donc c'est un cours d'eau qui se situe voilà, entre Tours et Châtellerault. On a l'amont du bassin versant qui est là, qui est sur la carte qui est rouge, donc il y a un aléa de pollution assez fort vis-à-vis des pesticides parce qu'on est sur un bassin où il y a beaucoup de ruissellement, c'est des sols très argileux, donc le moindre goutte d'eau qui tombe finalement va plus ruisseler que s'infiltrer, contrairement à l'aval. Donc l'idée c'était de prendre un bassin test sur le haut du bassin versant où on n'a d'ailleurs pas de ruisseaux, principalement que des fossés. En partenariat donc, avec la Chambre d'agriculture, il y a une analyse d'eau qui est réalisée au milieu du bassin versant. Donc, au niveau d'un pont, on regarde finalement les précipitations qui tombent. Donc, là, ça a été une période d'analyse de 2010 à 2015. Donc, sur toutes ces analyses-là, on a fait un parallèle entre les précipitations, donc c'est les bâtons finalement bleus, et la courbe de concentration des pesticides qui est en orange. Et on voit qu'en fait, quand on a de fortes précipitations, on a des pics
de concentration de pesticides qu'on retrouve dans nos cours d'eau. Donc, c'est ces pics-là qui sont très gênants d'un point de vue quantitatif et qualitatif pour le cours d'eau. Et on s'est fixé comme finalement objectif l'idée de supprimer finalement tous les pics qui sont au-dessus de 5 microgrammes par litre pour être conforme à la norme de potabilisation eau brute. Donc, la somme de tous les pesticides devrait se situer finalement en dessous de la barre noire. Donc, il y a du travail, mais on a plein d'espérance. Donc, du coup, sur ce secteur, donc on a fait finalement sur plusieurs étapes. En 2015, on a diagnostiqué avec mon collègue, donc Jonathan Leproux, le secteur, donc le bassin versant test. Donc là, on voit un petit peu tout le secteur en question. Donc, on a plusieurs types d'actions qu'on a réfléchi au niveau de ce territoire-là. Donc, l'idée, c'était qu'on fasse finalement plusieurs propositions qui soient plus ou moins réalisables et puis aussi acceptables. Donc, on a proposé, par exemple, des plantations de haies, des réalisations de bandes enherbées sur certains fossés qui captaient, on va dire, pas mal les ruissellements. Sur l'aval du bassin, on voit un petit linéaire du coup rose. Là, l'idée, c'était de recharger le lit pour favoriser les expansions crues de part et d'autre. Et puis, on a donc, toutes les zones qui sont en bleu, c'est justement des zones tampons. Donc, sur toutes ces zones tampons-là, on a mis en place donc, une fiche. Donc, on a fait une fiche par site où l'idée, c'était qu'on récupère donc, la quantité de bassins versants captés pour voir justement sur ce 1% si on s'y tenait, l'occupation du sol, les propriétaires, les coûts, les financements possibles. Et donc, sur cette vingtaine de sites-là, on a fait ensuite donc, du coup, pas mal de réunions avec les acteurs locaux. Alors, principalement, donc, les riverains, les agriculteurs, les élus, et puis aussi les financeurs, les partenaires entre guillemets institutionnels et techniques. Donc, ils nous ont accompagnés tout au long de notre démarche. Donc, ponctuellement, on essayait de fixer une réunion par an au minimum. Donc, on a présenté le diagnostic qui a été réalisé en 2015 et les élus étaient d'accord pour faire une première réalisation du coup en 2016, donc sur une parcelle publique, ce qui nous a permis d'être assez réactifs. Donc, je vous la présenterai par la suite. Et après cette réalisation-là, on s'est dit, on va accrocher la démarche globale pour vraiment finaliser le programme d'action sur toute la zone. Donc, pour pouvoir enclencher cette démarche-là, il fallait qu'on ait une étude finalement préalable pour qu'on puisse après injecter de l'argent public sur des parcelles privées et donc avoir une déclaration d'intérêt général. Donc, il y a eu une étude qui a été réalisée par un bureau d'études en externe, donc de 2017 à 2018, pour qu'ensuite donc, le projet puisse passer en enquête publique en 2019. Et on arrive du coup sur la phase finalement de réalisation de toutes les autres zones tampons, donc qui rentrent du coup dans le cadre de notre contrat territorial. Donc sur les 3 premières années, 2020-2022, on a 4 zones qui vont être réalisées par la suite. Donc pour la première réalisation, donc, je vais vous présenter celle qu'on a réalisée donc, en premier. Donc, il s'agit de la zone tampon des Malvaux. On a eu donc, on a regardé la quantité d'eau de surface finalement qui était captée par rapport au bassin versant. Donc, on est sur les 1%. Ce projet a été construit de cette façon. Donc, en fait, les eaux arrivent finalement par un fossé donc, qui draine majoritairement des terrains agricoles, mais aussi des eaux de route, là, comme on peut le voir, c'est une départementale, donc qui capte ce fossé-là. Il rentre dans un premier bassin finalement de décantation. L'idée, c'est d'épurer au maximum un peu toutes les particules fines qu'on peut retrouver dans l'eau, ou des déchets aussi, bon. Mais du coup, sur cette zone-là, donc il y a une première épuration. Et puis ensuite, ponctuellement, on a refait des reliefs dans la zone, donc avec des sortes de diguettes et puis de creusements, pour essayer d'avoir le maximum finalement d'habitats différents, que la végétation soit le maximum différente aussi, parce qu'elles ne vont pas avoir forcément les mêmes épurations, les mêmes efficacités sur le panel de molécules qui peut arriver
sur la zone. Donc, les diguettes permettent aussi finalement de ralentir les écoulements d'eau avant d'arriver finalement sur la sortie, à la fin de la zone où on a repincé finalement la sortie pour qu'il n'y ait qu'un seul débit, on va dire tamponné, qui rejoint après le ruisseau. Donc, en tout, sur cette zone, donc, il y a eu 4000 mètres cubes extraits. Donc, l'idée, c'était de l'extraire le plus économiquement possible. Donc, il y a eu un merlon qui a été fait à proximité de la zone qui, justement, pour les riverains, ça leur permettait justement de faire un brise-vue puis un brise-son par rapport à la départementale. Il y a d'autres parties de la terre qui ont été évacuées vers des sites de travaux cours d'eau pour des reméandrages. Donc, voilà, l'idée, c'était de l'exporter de façon économique. Et il a été réalisé donc, dans la zone quelques plantations d'élophytes. L'idée, c'était de favoriser un peu la reprise spontanée. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais voilà, sur certains endroits, surtout les plus humides au niveau des petites mares, des surcreusements, on a remis quelques élophytes. Donc, en tout, au niveau du projet, on est un projet qui s'élève à 46 000 € TTC. Et il y a eu une étude de sol aussi qui a été réalisée avant les travaux pour voir justement l'infiltration de l'eau et le fait qu'on était bien sur quelque chose d'assez imperméable qui était capable du coup bien stocker l'eau, en sachant que les coupes et les niveaux topo ont été faits en interne. Donc, comme on l'a vu précédemment, ces zones-là n'ont pas forcément finalement un effet positif sur les pesticides, mais ils vont aussi avoir d'autres qualités. Donc, par exemple, sur les abattements de nitrates, on est sur quelque chose qui est aussi efficace sur les nitrates, sur la quantité de réduction de matière en suspension dans l'eau. Et puis, bien sûr, c'est un habitat et un refuge pour la biodiversité, que ce soit pour les libellules, les grenouilles, les crapauds, les oiseaux. Et puis, on a un effet aussi sur la régulation des pics de crue, parce que du coup, toutes les eaux qui finalement passent dans le fossé, qui finalement rejoignaient avant en direct le cours d'eau, maintenant passent par cette zone-là. Et donc, le volume permet justement de soulager le ruisseau en aval. Ça permet aussi de diversifier le paysage. Et puis, c'est un outil, on va dire, pédagogique visuel, parce que donc, comme on est au bord d'une route, on a mis un panneau et donc tous les automobilistes, les gens qui passent sur la zone sont un peu sensibilisés sur les zones tampons, ou au moins se posent la question. Donc voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre cas d'étude aussi, très intéressant. Vous avez une première question sur l'étude que vous avez citée sur le 1% du bassin versant en zone tampon qui capte 70% des eaux ruisselantes. Donc on vous demande en fait la source tout simplement de l'étude. C'est une étude qui a été réalisée par l'IRSTEA. Donc en fait, j'ai mis dans mon diapo que vous recevrez, hop, la personne, on va dire, ressource qui s'est occupée de cette étude-là. Donc, c'est Julien Tournevis et ses collègues. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'un guide pourra être transmis aussi. Oui, voilà, j'allais dire, si c'est dans le guide, et ce sera dans un document qui récapitule un peu des ressources qui peuvent être intéressantes pour les participants. Ok, super. Merci. On vous demande aussi quel est le niveau d'abattement en nitrate, si vous avez les infos. Je crois qu'il est proche aussi de 50. Ça sera marqué dans le guide aussi. J'ai plus en tête les résultats, mais on est au-dessus de 50% d'abattement. Et là aussi, en fait, sur le temps de rétention, il faut vraiment qu'il y ait un temps de rétention le plus important possible et de capter la totalité des flux au niveau des nitrates, mais tout est expliqué dans le guide. D'accord. Et est-ce que vous avez contrôlé, vous, la qualité des eaux en entrée et en sortie de bassin? Alors, on a un protocole de suivi qui a été mis en place alors, principalement, l'idée, c'est qu'on localise nos actions sur la totalité du bassin. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai prévu. Voilà. Donc, en fait, du coup, sur la zone que je vous ai présentée au niveau des Malvaux, il y a une analyse ponctuelle qui, alors on n'en a pas réalisé parce qu'on a un peu de mal à capter finalement les flux de pollution
comme ça à l'œil. C'est pour ça aussi qu'on se base sur ce qui est fait par l'IRSTEA, parce qu'ils ont des mesures de débit et de prélèvement d'eau très poussées et très calées de façon scientifique. Mais on a des canaux Venturi en entrée et en sortie, notamment pour entre guillemets, voir les différences quantitatives de débit entre le début finalement de la zone et la sortie. Et on a aussi, du coup, en aval de la zone, un suivi qui est réalisé donc avec un canal encore Venturi pour justement connaître les quantités d'eau qui traversent finalement ce point-là, avec du coup un préleveur. Donc là, il est en cours de mise en place d'installation, donc on n'a pas encore les premiers résultats, mais ça va arriver, justement pour pouvoir prélever les pics de crue et pouvoir analyser les concentrations. Donc l'idée, c'était de regarder l'impact cumulé de tous les bassins. Donc là, je vous en ai présenté un. Il y en a eu un autre qui a été réalisé l'année dernière. Puis les 4 autres sur la première année. L'idée, c'est de voir l'impact cumulé de ces zones-là sur les échantillons. On a déjà une analyse avant travaux parce que du coup, on passait ponctuellement lorsque les fossés étaient en charge, donc pour justement bien quantifier les concentrations en pic de crue. Et donc là, l'idée, c'est qu'on voit justement avec le préleveur les évolutions qui sont faites. Et en plus, sur ce secteur-là, on a aussi des analyses de la qualité de l'eau finalement vis-à-vis des bioindicateurs que sont les poissons, les macro-invertébrés qui sont présents dans l'eau. Donc, on suit ça. Finalement, avant les premiers travaux en 2016, on avait un état initial. Par exemple, pour les poissons, il n'y en avait pas. Donc, ce n'était pas forcément bon parce qu'on était quand même dans un ruisseau intéressant. Et là, on voit apparaître quelques poissons. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Vous avez aussi, comme la première présentation, pas mal de questions dans le chat. Donc voilà, à chaque fois, si c'est des questions générales, moi, je les regrouperai. Mais voilà, si vous avez un peu le temps de répondre à certaines d'ores et déjà dans le chat, c'est bien. Et sinon, voilà, après, il y aura d'autres échanges possibles. Merci encore beaucoup. Alors, du coup, on va passer maintenant, on va prendre la direction du Béarn. On va descendre un peu avec Madame Morgane Ubaldo, qui est responsable de mission environnement-climat, et Monsieur Philippe Castetz, qui est vice-président en charge de l'environnement, de la transition énergétique et du développement durable à la communauté de communes du Nord-Est Béarn. Et j'affiche votre présentation. Hop. Je vous laisse la main. Merci. Donc, bonjour. Donc, je me présente pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, Morgane Ubaldo, responsable de mission environnement et climat. Je suis accompagnée donc, de Monsieur Castetz. Vice-président de la communauté de communes de Nord-Est Béarn, en charge de l'environnement, de la GEMAPI, de la transition énergétique et du développement durable. Beaucoup de casquettes pour une seule personne. Donc, du coup, on va vous présenter 2 actions qui ont été réalisées par la communauté de communes du Nord-Est Béarn. Donc, pour 2 actions fondées sur la nature pour essayer de limiter les problématiques liées à l'eau. La première action, donc c'est une action qui a été mise en place, je vais essayer de vous la décrire la mieux possible, mais qui a été mise en place avant que j'arrive, mais M. Castetz était déjà élu à ce moment-là. C'était un projet d'agroforesterie et la mise en place d'une haie brise crue sur une parcelle agricole située en zone inondable. Juste pour une petite précision, notre territoire, donc, qui est la communauté de communes du Nord-Est Béarn, qui se situe donc, sur le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est un territoire qui est caractérisé par un relief constitué donc, de coteaux et de vallons, donc, est fortement donc, soumis aux problématiques d'érosion des sols. Donc, le contexte territorial pour la mise en place de cette première action, c'est des inondations sur ce secteur dévastatrices et surtout très fréquentes, et notamment amplifiées depuis ces dernières années par le dérèglement climatique. Une parcelle située en zone inondable, donc délaissée d'un point de vue avicole, puisqu'on a des cultures à chaque inondation qui sont perdues et qui, du coup, ne sont pas exploitables derrière.
une érosion de cette parcelle et donc une dégradation du sol agricole avec une perte de la terre arable très importante à chaque événement. Et irréversible. Et irréversible. Et des dégâts matériels également non négligeables, notamment sur la voirie qui longe la parcelle, qui est une départementale et qui, à chaque moment d'érosion et d'inondation, demande d'importants travaux derrière pour la remise en place de la circulation. Et bien entendu, donc, la pollution des eaux liée au lessivage. Les objectifs, les enjeux de la mise en place de cette action, c'est donc d'essayer de limiter l'impact des érosions par rapport à cette parcelle, de limiter les dégâts et les pollutions engendrées, et également de valoriser le potentiel agronomique de cette parcelle et d'en faire également ce qu'on a appelé un petit peu une parcelle vitrine. Aujourd'hui, cette parcelle en agroforesterie est la seule dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, on en retrouve assez dans notre département voisin qui est le Gers, mais sur les Pyrénées-Atlantiques, c'est la seule parcelle qu'on compte pour le moment. Et donc, c'était essayer d'engager un petit peu une dynamique autour de ces solutions que sont l'agroforesterie et également les brise-crues auprès du monde agricole, donc fortement soumis sur ce territoire aux effets des inondations. Pour la description de l'action, très rapidement, c'est une action qui d'abord a demandé une cartographie des zones inondables sur les secteurs donc limitrophes à cette parcelle. C'est également une action qui a nécessité une très très forte acculturation des élus locaux au risque, qui a demandé également beaucoup de sensibilisation, d'information sur ces nouvelles techniques donc, que sont l'agroforesterie et qui à l'époque n'étaient pas forcément dans les mentalités. Donc, c'est un projet sur la droite, vous avez un petit peu un calendrier très rapide, mais c'est un projet qui a émergé en 2011. En 2011, sur le département des Pyrénées-Atlantiques et dans le monde agricole, on a été très loin de la mise en place de l'agroforesterie. Donc, pour la parcelle agroforestière, c'est la plantation de 350 arbres d'espèces locales qui ont été plantés sur 8 hectares. La communauté de communes a été accompagnée de l'association Arbres et Paysages 32, donc, qui se situe dans le Gers, qui est très impliquée et qui est très au fait de cette technique et qui est en avance par rapport à notre département. Donc, on s'est fait accompagner par cette association pour le choix des espèces, la plantation, et c'est également l'association qui a assuré l'entretien sur les années qui ont suivi. Et cette parcelle agroforestière, elle s'est accompagnée de la mise en place également sur la partie du fond d'une haie brise-crue, puisque la parcelle donc, est bordée d'un cours d'eau qui est la problématique. Et donc une haie brise-crue qui a été mise en place sur 200 mètres linéaires avec la plantation de quelques espèces, mais surtout la priorisation de la régénération naturelle assistée. Voilà, donc je ne sais pas si vous... Cette haie brise-crue a parfaitement joué son rôle lors des fortes pluies de juin 2018, puisqu'elle a retenu, elle a pleinement assuré son rôle de peigne en retenant disons, de la terre et les matières en suspension sur la vague d'inondation. Un autre petit mot sur la parcelle agroforestière. On a conçu cette parcelle agroforestière. Alors, je me permets, on vous entend un peu moins bien. On a conçu cette parcelle dans l'idée d'être un site, disons, pilote et d'être aussi une sorte de pépinière agricole où, avant de s'installer, des agriculteurs venant ou ne venant pas du monde agricole pouvaient se tester à des pratiques d'élevage ou de culture. Mais maintenant, on se dirige plutôt vers une plantation en prairie mellifère. Hein, c'est ça, Morgane ?
Donc voilà, après le territoire une partie de notre territoire là, de la communauté de communes, surtout sur l'est du département, limitrophe avec les Landes, les Hautes-Pyrénées et de Gers, on est un territoire de vallons et de vallées. Ces vallons sont cultivés et on se trouve avec le changement climatique, avec de violents orages, surtout au mois de mai, début juin, alors que les sols sont dépourvus de culture ou travaillés et les sols sont encore, les cultures notamment de maïs ne permettent pas de retenir l'eau. Donc, ce phénomène d'érosion des sols agricoles, la perte des terres arables, les agriculteurs en ont pris conscience parce que c'est quand même un phénomène, disons, récurrent. Et cette perte de terres arables est irréversible. Et cette terre, on la retrouve dans les cours d'eau et elle participe au colmatage des fonds de ruisseaux. Donc, voilà un peu la prise de conscience qu'ont eu nos agriculteurs disons, en multipliant un peu l'action qu'on avait fait sur cette parcelle. Du coup, en termes de budget pour la mise en place de cette action, donc un budget de 11 200 € a été consacré. Donc, une action qui a été financée à 80%, avec une aide donc, de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, de l'Europe et du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, dans les 11 200 €, on est bien sûr hors acquisition du foncier, donc foncier qui a été acheté par la communauté de communes. Voilà, donc c'est un projet qui a émergé en 2011 et qui a vu le jour en 2015 avec la plantation opérationnelle des arbres et le développement de la haie brise-crue. Donc on voit bien que c'est un projet qui a mis un petit peu de temps, notamment par la sensibilisation et la culturation de la population locale à ce type de pratique. Est-ce que, pour raccourcir un peu, est-ce que, comme vous avez déjà donné beaucoup d'éléments, on pourrait passer de cette diapo et à la suivante pour voir votre deuxième projet quand même? Ça vous va? Oui. Merci. Donc, la deuxième action que l'on a mis en place à l'échelle de la collectivité, c'est donc un programme de plantation de haies bocagères. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2020 et nous sommes actuellement en train de définir les linéaires qui seront implantés donc, en février et mars 2022. Donc, le contexte de ce projet, donc, comme on l'a dit, c'est un territoire qui est fortement soumis aux inondations, à de la pollution des eaux par le lessivage des terres agricoles. Pas uniquement, mais en grande partie. La disparition du paysage bocager depuis quelques années avec une diminution très très importante de l'élevage sur notre territoire. Une agriculture intensive qui s'est mise en place et qui occupe une part conséquente. L'érosion de la biodiversité qui est connue à l'échelle mondiale mais qui se répercute très fortement sur le département également. Et surtout une collectivité aujourd'hui qui est fortement engagée dans la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel avec un service environnement qui mène depuis plusieurs années de nombreuses actions. Tout ce contexte territorial ont motivé à la mise en place d'une telle action et également c'est l'opportunité aussi de financement de la région Nouvelle-Aquitaine avec la sortie d'un appel à projet qui nous permet donc de financer ce projet à hauteur de 80%. Donc, les objectifs, c'est bien sûr la préservation du patrimoine naturel et local, de la biodiversité, le remaillage du territoire, la reconnexion des réservoirs de biodiversité et la lutte contre les inondations et également la préservation de la population contre les pollutions diffuses, notamment liées aux produits phytosanitaires.
Dans ce projet, on a défini 3 types de haies que l'on implantera. Ce sont des haies brise-crues, des haies de reconnexion de réservoirs de biodiversité et des haies de lutte contre les pollutions, notamment pour les habitations et les chemins de randonnée à proximité de champs cultivés. Sur la description de l'action, donc on a recruté un stagiaire sur 5 mois qui donc s'occupe de toute la partie cartographie. Donc, il a donc réalisé un très gros travail en termes de cartographie, puisqu'il a tout d'abord cartographié l'ensemble des haies présentes sur notre territoire à l'échelle de la parcelle. Donc ça a été un très gros travail. Et ensuite, il a cartographié les haies des volontaires, puisqu'effectivement, on a fait en début de projet un appel à volontaires ouvert sur 15 jours avec l'organisation de permanences physiques et téléphoniques pour recevoir les projets de toute personne du territoire qui souhaitait implanter une haie, donc aussi bien collectivités, particuliers, associations ou agriculteurs surtout. Et ensuite, il a, grâce au travail que l'on avait fait dans le cadre du diagnostic de la traversée bleue, étudié tout ce pool de données de manière à dégager parmi des volontaires celles qui permettaient donc de reconnecter nos réservoirs de biodiversité, de limiter les pollutions et également donc de jouer le rôle de peigne et de haies brise-crues sur le territoire. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui a eu un très très fort engouement puisque nous avions déposé auprès des financeurs un projet pour la plantation de 10 000 plants, donc soit 6 km de haies. Suite à l'appel aux volontaires, nous avions reçu des demandes qui ont atteint les plus de 30 000 plants. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons sélectionné les haies pour atteindre ces 10 000 plants. Et donc une plantation qui est prévue en février-mars l'année prochaine. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Du coup, en termes de budget, donc c'est un projet qui s'élève à peu près 122 000 euros hors taxe. Donc, il comprend à la fois la mise en place de l'action, puisqu'on a également, je ne vais pas préciser, un assistant en maîtrise d'ouvrage, donc le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Ça comprend également le suivi. Donc, suite à la plantation, on aura un suivi pendant 1 an du conservatoire et au bout de 5 ans, une évaluation des plantations. Et ce montant comprend également la fourniture des plants et la plantation. Donc, je l'ai dit en introduction, c'est un projet qui est financé à hauteur de 80%, donc par la région Nouvelle-Aquitaine, qui a un appel à projet, et par Reforest Action, donc, qui est un financeur privé. Voilà, donc les résultats, la plantation n'a pas encore été faite, mais on a bien sûr les résultats liés aux objectifs visés. Et en termes de séquestration carbone, donc la plantation de 10 000 plants sur notre territoire, ça représente une augmentation de la séquestration carbone aussi qui n'est pas négligeable et qui rentre notamment dans nos calculs d'atteindre des objectifs dans le cadre de notre plan climat air-énergie également. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour juste parler des facteurs de réussite, peut-être. Ouais, peut-être vraiment rapidement, très rapidement, on a un peu de retard et puis merci. Ouais, alors, donc, surtout, ce qui est très important, c'est de faire beaucoup de communication sur le projet en amont du lancement de l'appel aux volontaires, de maîtriser très bien les SIG parce que c'est un projet qui demande une part de cartographie qui est assez importante. Bien sûr, l'obtention de financement et la collaboration des partenaires et le respect de certains itinéraires techniques notamment. Et bien évidemment, la volonté citoyenne, mais également politique, ce qui était le cas chez nous. Voilà, peut-être les menaces, c'est à voir dans le temps comment ça évolue en termes d'entretien des haies par les particuliers, les agriculteurs, mais normalement,
ils s'engagent quand même à travers une lettre d'engagement. Donc, on verra suite à l'évaluation qu'on fera d'ici quelques années. Voilà. Super. Merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs une question sur l'entretien des haies dans le chat, donc vous avez déjà répondu, donc merci beaucoup. On va peut-être prendre une question, pareil, merci beaucoup pour encore un autre cas, d'autres pratiques très intéressantes. Vous avez aussi beaucoup de questions dans le chat que je vous regrouperai. On peut en prendre une au moins. On vous demande si dans ces projets de plantation de haies, est-ce ces projets accompagnent de changements de pratiques agricoles aussi? Couverture du sol, labour, ou vous focalisez vraiment sur les haies? Disons que déjà les agriculteurs qui ont déposé leur candidature pour la plantation de ces haies sont déjà quand même un petit peu sensibilisés, engagés dans un changement de pratique ou au moins à minima de la couverture de sol. Donc c'est quand même des agriculteurs déjà d'agriculture déjà raisonnée, des agriculteurs déjà engagés. Je me permets parce que je vois une question qui concerne qui paye le reste à charge des plantations, c'est bien sûr la communauté de communes. Donc, pour les personnes qui bénéficient des plantations, il y a 0 € à débourser. Voilà, leur engagement, c'est vraiment l'entretien sur le long terme de ces linéaires. Ok, super. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, mais voilà, de la même façon, je pense que vous transmettrez des questions après coup. Merci encore beaucoup. On va passer à la présentation de Madame Maëlys Casténier, qui est chargée d'études socio-économiques à l'Agence de l'eau Seine-Normandie et qui va nous présenter du coup quelques outils. Maintenant, on est plus sur des outils disponibles pour la mise en place de telles actions sur vos territoires. Je vous laisse partager l'écran et puis prendre la parole. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Un écran, oui, c'est bon. Merci. Très bien. Et vous m'entendez correctement? Oui, impeccable. Merci. Donc, je vais vous parler des solutions fondées sur la nature, évidemment, pour les territoires agricoles et forestiers, mais je pense que je me consacrerai plus aux territoires agricoles parce que l'ONF sera plus indiqué pour parler des territoires plus forestiers. Je vais d'abord commencer par rappeler les risques pour les territoires. Parce qu'en général, tous les projets qu'on finance partent évidemment d'un diagnostic localisé. Mais donc là, je vais plutôt vous parler des risques pour les ressources en eau au niveau du bassin versant de la Seine. Mais bon, c'est aussi des problématiques qu'on pourra rencontrer sur l'ensemble du territoire français. Donc, pour le bassin Seine-Normandie, on a une baisse des débits des cours d'eau qui devrait être de l'ordre de 10 à 30% d'ici 2070. Une baisse de la recharge des nappes de l'ordre de 30% d'ici 2070 également, avec une étude sur différents scénarios de sécheresse qu'on a fait avec le Cerfax. On a pu estimer que le nombre de jours de sécheresse agricole d'ici à 2030-2060 devrait être multiplié par 3, donc les sécheresses du sol. Et le nombre de sécheresses hydrologiques, donc on va dire plutôt celle des cours d'eau, le nombre de jours devrait être multiplié par 10 d'ici la même période. Donc vraiment, on est face à des problématiques évidemment de quantité, puisque les ressources vont bien être amenées à baisser, mais on est également face à des problématiques de qualité, puisque la baisse, c'est mécanique, la baisse des ressources en eau va entraîner finalement une plus grande concentration des polluants dans l'eau, et donc une capacité de dilution de ces polluants amoindrie. Donc, il va bien falloir réagir assez rapidement, notamment pour réduire la dépendance à l'eau des différents usages.
agir d'autant plus sur la qualité de l'eau, protéger la biodiversité et les services écosystémiques et réduire la vulnérabilité des territoires face aux inondations et sécheresses, puisque les événements de ce type-là vont être amenés à se multiplier dans les années qui vont arriver. Je voudrais ensuite rappeler l'intérêt finalement des solutions fondées sur la nature. Ça fait un petit peu des propos introductifs, mais je pense que c'est quand même très important de replacer ce type de propos. Donc, avec les changements climatiques qui adviennent et qui vont advenir de façon encore plus intense, on a donc bien une augmentation des risques naturels et on a parallèlement une perte massive de la biodiversité. On constate avec le recul que les aménagements de génie civil, donc des aménagements classiques, offrent une protection et une flexibilité qui peut parfois être insuffisante. Et parfois, donc, ce type d'aménagement ont des effets finalement négatifs sur les écosystèmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des solutions fondées sur la nature, puisque c'est bien une approche globale de la gestion des risques. C'est la restauration et la valorisation de la bonne fonctionnalité des écosystèmes qui, en fait, jouent eux-mêmes le rôle de filtre et de protection contre les risques naturels. Donc, ce sont des solutions qui sont flexibles dans le temps, multifonctionnelles, parce qu'on dit qu'elles vont remplir plusieurs objectifs. Donc, ceux de la protection contre les risques, mais aussi de l'amélioration de la biodiversité, celui aussi du stockage de carbone, par exemple. Donc, voilà, et ça mobilise, comme vous l'avez vu dans les exemples précédents, souvent assez peu de ressources financières. Donc, voilà, je voulais quand même bien appuyer sur ces propos-là. Donc, le cadre de l'action de l'Agence de l'eau, c'est au niveau national, donc le plan national d'adaptation au changement climatique pour la période 2018-2022, le plan biodiversité de 2018, et au niveau bassin, vous avez comme ressource donc la stratégie d'adaptation au changement climatique de 2016 qui a été adoptée à l'unanimité par notre comité de bassin et qui a été élaborée de façon collaborative avec un panel d'experts scientifiques de disciplines variées, avec les représentants des usagers, évidemment, industriels, agriculteurs, associatifs, services de l'État, etc. On a donc avec cette stratégie d'adaptation, pu réfléchir à nos politiques, réorienter finalement nos politiques internes, que sont le 11e programme d'intervention de l'agence pour la période 2019-2024, où on a donc finalement réorienté, redirigé certaines enveloppes, réalimenté certaines enveloppes, notamment celle des pollutions diffuses d'origine agricole, qui a fortement augmenté pour ce cycle-là, puisqu'on a 305 millions d'euros qui devraient être consacrés, à minima même d'ailleurs, pour cette période-là, à la lutte contre les pollutions diffuses agricoles, 340 millions pour la restauration des milieux aquatiques et humides, comprenant par exemple l'acquisition foncière, les travaux, les études, comme vous avez pu déjà le voir dans les exemples cités. Et donc, on travaille actuellement sur notre projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et notre programme de mesures pour le cycle futur 2022-2027, qui prend donc en compte tout ce qui est solution, qui essaie de booster véritablement tout ce qui est solutions fondées sur la nature, liées donc à l'adaptation au changement climatique notamment. Je voudrais juste faire un zoom peut-être très rapide sur ce que nous dit notre stratégie d'adaptation au changement climatique sur les systèmes agricoles et forestiers.
Donc, c'est des choses que vous avez certainement en tête, mais qui n'ont pas forcément été citées dans les exemples précédents. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup d'hydraulique douce agricole, hydraulique douce rurale, ce qui est très important, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier la résilience des systèmes agricoles avec les changements de pratiques agricoles. Donc, ça passe par l'allongement des rotations culturales, la diversification des cultures, le fait aussi de développer l'agroforesterie, ou ça peut être juste ce que vous avez en tête, la couverture végétale, le labour superficiel aussi pour améliorer la structure des sols et lutter contre les ruissellements. C'est des choses que vous avez en tête, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Je vais vous montrer juste quelques petits exemples très rapidement de solutions fondées sur la nature pour lutter contre les risques naturels, pour se prémunir de ces risques. Donc là, vous avez la Mérantaise à Gif-sur-Yvette dans le 91, où 6 ouvrages ont été supprimés avec une reconnexion avec les prairies humides sur 1,8 km. Ça s'est chiffré quand même à 4,6 millions d'euros. Ça a été subventionné à hauteur de 80% par l'Agence de l'eau. Et donc, depuis la réalisation de ces travaux, les maîtres d'ouvrage nous ont bien informé que la Mérantaise ne causait plus de dégâts lorsqu'elle débordait. Donc, voilà, vous pouvez voir, comme les exemples qui ont été cités plus en avant, qu'on a recréé on a reméandré le cours d'eau, reconnecté certaines zones afin que le cours d'eau puisse déborder et ne pas créer de dommages en aval. Donc là, vous avez des exemples un petit peu plus, qui peuvent être réutilisés dans des contextes de communes rurales, parce que là, ce n'est pas forcément sur les territoires agricoles, parce que la gestion des eaux pluviales et la déconnexion de ces eaux pluviales avec les réseaux d'assainissement est un enjeu assez important. Donc, du coup, vous avez un exemple d'espèce de fossé humide finalement qui est un peu végétalisé, qui va recueillir les eaux pluviales afin de les infiltrer directement à la source, on va dire. Vous avez aussi un exemple de réhabilitation de 113 hectares de zones humides, anciennement carrière d'exploitation de granulats, d'extraction de granulats, pardon, avec la création d'un véritable écosystème très intéressant, puisque c'est maintenant un spot où l'on peut observer un nombre d'espèces ornithologiques très, très intéressants. Donc ça, c'est l'adaptation des pratiques culturales. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je pense que ce n'est pas la peine de forcément revenir dessus. Les exemples pour les sécheresses, vous avez donc voilà, de la plantation d'arbres sur des parcelles agricoles d'espèces différentes. Vous avez aussi des mélanges variétaux. Enfin voilà, donc ça, je vais passer assez rapidement pour pouvoir développer un petit peu plus sur les outils. Donc, sur les outils, vous en avez plusieurs. Ce sont des outils, on va dire, d'ordre juridique ou économique. Donc, vous avez évidemment les mesures agro-environnementales climatiques que vous connaissez, quelque chose d'assez classique. Donc, c'est un engagement volontaire pour un changement de pratique agricole. L'agence peut financer jusqu'à 80% selon les différentes modalités au niveau du droit communautaire. Les paiements pour services environnementaux. Là, c'est une notion qui est un petit peu, qui est apparue dans le paysage des aides, on va dire, assez récemment. Donc, c'est finalement un paradigme un peu différent, puisque c'est un service environnemental qui est rendu par un fournisseur de services à des bénéficiaires. Pardon, il y a marqué « et des bénéficiaires », mais c'est bien « à des bénéficiaires ». L'agence expérimente ce type de paiement qu'elle finance jusqu'à 100%. On expérimente ça depuis à peu près 2017. Donc, on a une bonne quinzaine de maîtres d'ouvrage qui se sont engagés sur des PSE qui sont vraiment multiformes.
qui ont un rayonnement très variable. Ça peut être des petits bassins versants, des grands bassins versants, des petites aires d'alimentation de captage ou des plus grandes. Donc, on était plutôt sur de la protection des captages jusqu'ici, et on commence aussi à réfléchir à financer des PSE qui sont plus orientés sur la lutte contre les inondations. Donc voilà, ça, si vous voulez un peu plus de détails, il faudra véritablement rentrer un petit peu plus dedans, parce que la mécanique d'un PSE est un petit peu plus complexe, on va dire, un petit peu plus nouvelle, tout simplement. On a les obligations réelles environnementales, qui sont donc une protection juridique qui est attachée aux biens immobiliers, qui peut être mise en place jusqu'à 99 ans. Donc l'agence peut aider les acquéreurs et elle peut indemniser les pratiques. C'est-à-dire que voilà, par exemple, un conservatoire du littoral, un parc naturel régional peut déterminer avec des propriétaires d'un bien qu'il devra rester d'une certaine façon, qui devra garder en fait certaines propriétés, et ces contraintes environnementales vont alors se céder de propriétaire en propriétaire. On a aussi les conventions de surinondation qui sont conclues après une inondation artificielle causée par un ouvrage. Donc là, en général, on va instaurer des servitudes d'utilité publique qui permettent un surstockage des crues. Et donc là, l'agence va indemniser jusqu'à 50% la surinondation, qui peut comprendre donc la perte de récolte, la perte de valeur foncière, les dommages aux équipements, etc. Ensuite, on a des baux ruraux environnementaux, où donc finalement, ce sont des baux ruraux qui intègrent des contraintes environnementales. Et là, c'est le prix du bail qui va être minoré en fonction du niveau de contrainte. Donc, on est encore dans un esprit où finalement, on va payer moins cher, où on va rémunérer des changements de pratique ou des services environnementaux, finalement, des pratiques qui permettent de rendre des services écosystémiques. Et aussi, il est très intéressant en général de creuser les marchés publics, la question des marchés publics, parce qu'on a aussi certaines collectivités sur notre bassin qui, grâce à la assez grande flexibilité des marchés publics, peut en fait finalement proposer lancer des appels d'offres pour avoir des services ou des biens qui sont à vocation environnementale. Je vous donne par exemple un exemple. Une collectivité va pouvoir dire, voilà, je veux, grâce à ce service, grâce à ce marché public, que X linéaires de haies soient plantés sur l'ensemble de mes terrains communaux ou chemins communaux, etc. Donc, cet outil est un outil qui peut être assez puissant et qui est assez flexible. Donc, c'est quelque chose dont peuvent se prémunir les collectivités pour répondre finalement à des enjeux environnementaux sur les territoires agricoles et forestiers. Donc, je vous inviterai à aller plus loin avec certains guides, parce que voilà, la présentation était assez courte, mais nécessairement un peu dense. Et donc, je vous inviterai à aller plutôt vous renseigner sur des guides spécialisés qui vous aideront à y voir plus clair sur tous ces outils qui sont à votre disposition pour les enjeux environnementaux et agricoles. Merci beaucoup. En effet, vous avez des questions dans le chat notamment sur les PSE et aussi je vois sur les baux. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est peut-être un peu compliqué pour vous de donner des détails maintenant, mais entre ces guides et peut-être donc les pages de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les gens peuvent avoir plus d'informations. Des informations sur les PSE, le détail un peu des PSE, des exemples concrets en fait, et notamment des exemples de l'objectif et la lutte contre les inondations. Qu'est-ce que sur le Alors, donc, on a des exemples très, très, très différents. Par exemple, on a
le syndicat d'eau potable et d'assainissement Pays de Caux, qui propose de remettre en herbe les talwegs, ces axes de ruissellement, finalement, les axes les plus vulnérables au ruissellement. Donc ça, c'est accompagné de beaucoup, enfin, c'est accompagné d'études de consentement à recevoir de la part des agriculteurs, de consentement à payer de la part des bénéficiaires du service. Donc là, en l'occurrence, c'est les abonnés d'eau. C'est accompagné d'études de simulation pour voir les économies finalement que l'usine de potabilisation pourrait faire pour faire du préventif plutôt que faire du curatif, c'est-à-dire traiter les pesticides et les nitrates liés aux épisodes de ruissellement. Donc ça, voilà, ça c'est un des exemples. On a le syndicat d'eau potable du Roumois et du plateau du Neubourg qui est sur son aire d'alimentation de captage qui a des problématiques de nitrate et qui choisit donc de payer les agriculteurs pour mettre en place des couverts végétaux assez complexes pour pouvoir lutter contre les nitrates. On a Haute-Paris, par exemple, qui a carrément notifié à la Commission européenne son propre régime d'aide parce qu'il y a énormément de contraintes au niveau du droit communautaire. Donc, ils ont carrément notifié leur propre régime d'aide pour pouvoir rémunérer beaucoup plus fortement l'agriculture biologique, la conversion à l'agriculture biologique, le maintien et la conversion en prairie, une combinaison de bonnes pratiques sur des grandes cultures. Donc voilà, en fait, c'est des PSE pour Haute-Paris qui finalement ont vocation à rémunérer de façon plus incitative pour aller plus vite et plus fort et plus loin sur leur captage pour l'amélioration de la qualité de l'eau, quoi. Donc voilà, il y a plein d'exemples différents en fait. Finalement, ça se construit quasiment au cas par cas avec les maîtres d'ouvrage. Ça part d'un diagnostic local. Voilà, c'est assez. Après, il y a évidemment un régime du ministère de l'Environnement qui a été notifié, donc qui est un petit peu plus complexe. Enfin, bon, je peux pas tout résumer ici parce qu'il faudrait vraiment que je fasse une intervention uniquement sur les PSE. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez davantage de connaissances dessus. Super, merci beaucoup. Peut-être une dernière question rapide qui est revenue plusieurs fois. On vous demande en fait si du coup les mesures et outils que vous avez présentés, finalement, est-ce qu'elles sont propres à l'Agence de l'eau Seine-Normandie ou est-ce qu'elles existent pour toutes les agences ou au niveau national? Alors, on a évidemment des axes communs entre agences. Donc, au niveau recommandations techniques, on sera la plupart du temps sur les mêmes lignes. Après, sur les financements, chaque grand bassin versant, on va dire, donc c'est Normandie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne, etc., a son propre programme de financement, on va dire, puisque c'est voté par chaque comité de bassin qui représente tout le panel d'usagers sur le bassin. Donc, finalement, il va y avoir quelques variations et c'est pour ça qu'il faut regarder spécifiquement, selon l'endroit où on se trouve, le programme d'intervention de son agence. Donc, la plupart vont, par exemple, les paiements pour services environnementaux, toutes les agences se sont engagées à les financer. Par contre, au niveau approche méthodologique, il va y avoir certaines différences. Donc, voilà, ça dépend. Super, merci beaucoup. De toute façon, voilà, on va déjà, les gens auront aussi votre présentation. Vous avez mis des guides et donc ils pourront vous contacter. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Il est 12h30, hein, je vois qu'on a un peu de retard donc, sur le planning. Ce que je vais faire, c'est pour les gens qui ne peuvent pas rester plus, vous remercier. Merci beaucoup d'être venus. On va quand même garder
déborder de 10 minutes pour prendre un petit temps quand même d'échange sur une ou deux dernières questions un peu plus globales et un petit mot de conclusion. Mais voilà, d'ores et déjà, merci. Déjà, merci beaucoup aux intervenants. Merci parce que c'était pas facile de faire un exercice dans un temps restreint. Et pour ceux qui peuvent rester encore 10 minutes. Et pour les autres et pour tout le monde, de toute façon, il y aura la rediffusion vidéo et les présentations. Ce que je voulais peut-être vous poser comme question qui est revenue au fur et à mesure un peu des échanges, c'est finalement, je m'adresserai peut-être plus aux élus et pour vous demander quelle a été la motivation, votre motivation pour ces mesures. Pourquoi finalement, d'où est venu et pourquoi vous aviez cet intérêt pour des mesures plutôt qu'on appelle vertes. Donc voilà, si vous pouvez un peu chacun prendre la parole, on peut faire par exemple dans l'ordre des présentations et commencer avec Madame la maire de Rumilly-les-Vaudes pour un petit tour chacun de votre intérêt personnel pour ces mesures. Alors, est-ce que Madame... Ouais, super. La vidéo, peut-être. Et la vidéo. Donc, elle a été dans l'obligation de s'absenter. Zut. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'étais présent depuis le début et donc j'ai bien vu un petit peu les différentes évolutions et tergiversations qui ont tourné autour de cette problématique d'inondation. Ce qui a facilité les choses pour des mesures bien plus vertes, c'est notamment le fait de la proximité d'un gros massif forestier et puis la présence de ruisseaux qui parcouraient en fait le paysage de prairies, si vous voulez. Donc, le paysage se prêtait réellement aux mesures qu'on a mis en place. On est dans un endroit vraiment assez rural et donc il n'était pas question de partir sur du TP, des choses comme ça, quoi. On voulait vraiment être en accord avec nos idéaux et le fait de beaucoup échanger entre agriculteurs et puis la confiance qui existe avec le service forestier qu'est l'ONF, ça s'est fait très, très naturellement. Il n'y avait pas... On n'a pas envisagé d'autres alternatives. Ce qu'on voulait, c'était mettre les choses en place doucement, enfin, sur un pas de temps relativement court, mais on voulait voir les évolutions d'elles-mêmes avec la nature. Voilà. J'espère que ça répond à vos attentes. Merci. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée de la genèse et du pourquoi. Monsieur Liard. Oui, l'amélioration de la qualité des cours d'eau est évidemment multifactorielle et agir en amont sur la diminution de la pollution fait partie effectivement des missions qui nous sont confiées. Donc, ça avait un intérêt important. Alors, l'opportunité s'est trouvée parce que localement, des élus souhaitaient également mettre en place ces actions et que nous avions un programme, un contrat territorial sur un ruisseau pour lequel l'amélioration devait être importante. Et c'est une cohérence, évidemment, de l'action, une cohérence territoriale pour la mise en place de ces bassins de rétention. Donc, on a été, comme j'avais souligné en vue, beaucoup aidé aussi par l'implication localement du maire, du délégué de notre syndicat, parce que c'est toujours essentiel que l'on ait cette collaboration et l'implication des élus dans des interventions écologiques qui ne sont pas nécessairement toujours bien comprises. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Castetz, vous auriez le temps de répondre? Oui. Je sais qu'on a dépassé un peu. Oui. Nous, ce qui nous a principalement guidés, c'était le fait de réconcilier les agriculteurs avec avec tout l'empilement législatif qui leur était un peu imposé et de prouver que par des méthodes naturelles, des méthodes douces, on pouvait pallier à ces soucis d'érosion et ainsi de suite. Voilà ce qui nous a principalement guidés dans cette démarche.
Ok, merci beaucoup. Bah, écoutez, on va peut-être conclure sur ces propos-là. Je vais laisser la parole à José Pérez pour peut-être vraiment 2 mots de conclusion. Et puis derrière, moi, je vous garderai aussi encore 1 minute. On va essayer de ne pas trop déborder. Je vous dis en tout cas tous les intervenants, merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer, d'avoir été là, d'avoir répondu aux questions. Et vous avez eu aussi beaucoup de questions écrites, donc je pense que vous aurez encore un peu de sollicitations par la suite. Je ne sais pas si, avant qu'on passe à la conclusion, vous voulez dire un dernier mot, intervenant, ou alors on passe la parole à José. José, je pense que tu peux. Oui, rebonjour. Donc, je vais vous donner quelques mots de conclusion. Donc, on a vu à travers ces mesures naturelles de rétention des eaux que c'était des solutions qui pouvaient apporter des réponses aux différents risques liés à l'eau grâce à leur multifonctionnalité. Et on a vu des exemples comme les haies, où celle-ci a été un exemple parfait de ce que veut dire multifonctionnalité. Et on a vu aussi que ces mesures-là étaient intéressantes aussi pour les exploitants forestiers et agricoles, donc par exemple pour retenir l'eau pour favoriser l'exploitation forestière ou préserver les sols contre les risques d'érosion. Et on a vu également à travers ces exemples l'importance du diagnostic du bassin versant, comme on a vu qu'il fallait vraiment bien diagnostiquer les problèmes, puisque dès qu'on fait quelque chose à un endroit sur un bassin versant, ça va avoir un effet ailleurs, ce n'est pas une action isolée. Et donc l'importance de cette gestion intégrée du bassin versant, coordonnée et qui implique tous les acteurs qui ont des usages sur ce bassin versant. Donc tout ça, ça a bien illustré cette approche intégrée de bassin versant. Et bien sûr qu'il faut aussi arriver à agir en priorité quand même sur les têtes de bassin versant qui eux, ont une influence du coup sur l'aval. Et ça a aussi vu à travers certains de ces exemples. Donc, toutes ces approches intégrées de solutions basées sur la nature, ce sont des solutions qui vont aider à mieux préparer les territoires face au changement climatique, face au changement des conditions que vont faire face ces territoires par rapport au changement climatique, donc faire des territoires plus résilients. Donc, je vais vous faire un petit mot rapide sur le centre de ressources sur les cours d'eau. Vous pouvez trouver des ressources sur ce site internet, www.coursdeau.fr. Et là, vous verrez aussi des retours d'expérience, des guides qui ont été évoqués tout à l'heure, des outils pour vous aider à mettre en œuvre ces solutions-là, ces mesures-là. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous inscrire à l'aide d'infos et à des actualités par mail. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Et donc, du coup, ça vous donne des infos sur des nouveaux contenus qui peuvent être publiés, des événements à venir, des webconférences, des formations, des retours d'expérience. Et il y a également la possibilité de suivre des actualités à travers le compte Twitter du centre de ressources sur les cours d'eau. Voilà, donc j'ai fait ça rapidement, Julie, vu le temps qui était débordé. Et je te passe la parole. À bientôt à tous. Merci beaucoup, José. Moi, je vous garde juste une petite minute pour ceux qui sont là. On voulait un peu, je lance un sondage parce qu'on voulait un peu savoir où vous en étiez, vous les participants, sur la connaissance de ces approches et sur leur mise en œuvre. Donc, si vous avez quelques instants pour répondre à ces 2 questions, et pendant ce temps-là, je vais dire encore merci beaucoup déjà aux intervenants parce qu'il faut prendre du temps pour préparer ces belles présentations et être là pour les présenter et répondre aux questions. Du coup, merci aussi à vous, les participants, pour toutes vos questions. Et on a l'impression que voilà, ça vous a plu, ça vous a servi, donc tant mieux. Et du coup, moi, je vous rappelle, José vous a indiqué les informations sur le centre de ressources cours d'eau. C'est avec ce centre de ressources qu'on organise cette webconférence. Donc, voilà, on mène des actions sur le sujet, notamment des mesures naturelles de rétention des eaux avec le centre de ressources cours d'eau. Et du coup, pour avoir un peu de support sur notamment les actions d'aujourd'hui, vous recevrez, on espère courant juillet, le lien vers la vidéo de rediffusion. Vous pouvez vous en servir pour notamment communiquer, transmettre à d'autres personnes aussi, vers aussi donc les présentations des participants avec leurs contacts et un document comprenant des ressources supplémentaires. Voilà, encore du coup, merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions un peu plus urgentes, par exemple pour les intervenants, vous n'avez pas leur adresse, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Et ils ont tous gentiment accepté de répondre. Donc,
Donc voilà, je ne sais pas si, encore une fois, l'un des intervenants veut dire un mot de conclusion. Ou alors, moi, je vous dis encore merci à tous et à bientôt du coup pour une autre webconférence OIO et Centre de ressources cours d'eau. Merci.